On va commencer par Philippe. Excuse. On va commencer par Philippe Imbert. Donc, Philippe, vous pouvez le trouver. Merci. Ah, on avait bien imprimé ça. Je suis désolé. Alors, Philippe a grandi dans un milieu plurilingue et multiculturel, où il a vécu dans plusieurs milieux, allant de Novi Sad et Madrid. Il est, depuis 2025, chef de projet à l'Institut de plurilinguisme de l'Université de Fribourg, en Suisse. Engagé depuis 2014 dans la même institution, il collabore sur divers projets de recherche en sociolinguistique et en didactique des langues étrangères, principalement en français, allemand, italien et anglais. Ses recherches actuelles portent sur la part sociale et langagière du handicap, ainsi que sur les défis de littératie administrative plurilingue. Intéressant. Merci. Et bienvenue, Philippe. Michel Landry, donc professeur agrégé de sociologie à l'Université de Moncton et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les minorités francophones et le pouvoir. Ses principaux travaux de recherche font avancer les connaissances sur les stratégies et l'influence des acteurs sociaux défendant les droits et les intérêts des francophones en situation minoritaire et les rapports entre les minorités francophones et les gouvernements, les anglophones et le Québec. Maintenant, Benoît Melançon, donc professeur émérite, écrivain et éditeur. Benoît a été directeur du département de littérature de langue française de l'Université de Montréal, ainsi que directeur scientifique des presses de l'Université de Montréal. Ses recherches actuelles portent sur la langue, sur le sport et la culture au Québec, sur les sociabilités intellectuelles et sur les marginalités littéraires à l'âge classique. Il anime le blog L'Oreille tendue, qui porte surtout sur la vie de la langue, la française, mais pas seulement, aujourd'hui comme hier. Merci, Benoît, d'être ici parmi nous aujourd'hui. Et Jean-Martial Kwame est professeur titulaire au département des sciences du langage de l'Université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire et il est directeur de l'Institut de linguistique appliquée d'Abidjan. Ses travaux portent entre autres sur la variation du français en Afrique, la didactique du français en milieu multiethnique et multilingue, les politiques linguistiques et éducatives, ainsi que l'aménagement linguistique. Alors, merci d'être là encore une fois. C'est un plaisir, pour ne pas dire un honneur, d'être parmi vous. Alors, mise en contexte de la première question, comparativement à d'autres espaces linguistiques devenus assez tôt polycentriques, par exemple les espaces anglophones et lusophones avec l'émergence des normes états-uniennes et brésiliennes, la langue française est demeurée jusqu'à récemment unicentrée sur la norme standard de la France, voire de Paris. Je m'adresse à tous les quatre. Partagez-vous cette analyse de la spécificité de cet espace francophone international par rapport à d'autres espaces linguistiques? Et quel regard portez-vous sur cette situation en fonction des contextes socio-géographiques et politiques qui sont ceux sur lesquels vous travaillez? Alors, Michel, je passerai la parole en premier. Je tiens à préciser que je ne suis pas linguiste, donc ce que je comprends de la norme, c'est ce que j'en comprends, c'est beaucoup moins fin que ce qu'on a pu voir tout à l'heure, mais d'un point de vue de francophone au Canada, hors Québec, pour moi, il y a sans aucun doute deux pôles de référence en matière de normes et de standards. Donc oui, la norme, pour nous, le Québec est un pôle. Donc, c'est au moins bipolaire d'une certaine manière. Que ça soit, par exemple, comme on l'a mentionné tout à l'heure, nous, on n'a pas il y a un dictionnaire, mais c'est plus un glossaire, disons, de français acadien. On n'a pas comme de normes acadiennes. Donc, ce qui est accepté serait bien souvent les outils du Québec. Donc, quand moi, je grandissais, c'était le multidictionnaire. Maintenant, ce sera peut-être plus des trucs numériques, là, dito ou antidote. Donc, oui, on remarque que, par exemple, je ne sais pas, la féminisation des professions, mais on va plutôt se fier sur la norme québécoise. On va dire, comme je le disais tout à l'heure, dans le curriculum, on va dire la mairesse et non Madame le maire. Donc, on va aussi mettre des accents aigus sur les lettres majuscules, ce genre de choses-là. On va vraiment se référer. Donc, pour nous, le Québec est un centre, est un pôle de référence par rapport à la norme et aux standards. Puis, dans la vie de tous les jours, c'est certain qu'on peut observer une homogénéisation, une standardisation. Le français acadien se
il y a une certaine standardisation où on ne sait plus trop à quel sens se référer. Par exemple, quand un Québécois m'a pris pour me dire que Athènes n'est pas en Grèce, mais en Grèce, je me disais, pas sûr. Il faut prendre ça comme là, je ne suis pas certaine que je vais suivre le standard québécois. Je pense qu'il y a d'autres standards en Europe qui correspondent plus à la prononciation acadienne. Bon, en tout cas, le polycentrisme, pour nous, il y en a au moins deux pôles. C'est sûr que on a de plus en plus d'immigration, donc on entend plus le français africain, le français de d'autres pays, mais c'est pas au point de vue où on sent qu'il y a un standard. Merci. Philippe. Oui, d'abord à remercier Richard Marcoux et Sébastien Arfond pour l'invitation, et puis toutes les personnes qui ont discuté, qui ont présenté, parce que pour moi c'était très riche jusqu'à maintenant, j'ai appris énormément de choses. Ça m'a beaucoup fait réfléchir, et puis donc ce que j'ai préparé là, il y a vraiment quelque chose, je pense que je vais essayer de me concentrer sur la perspective plus européenne. Là, il y a moyen aussi d'avoir une discussion riche. Je pense que j'ai bien aimé quand Robert Peltina a parlé de la France, parce que l'histoire, en fait, de aussi montrer que même en France, c'est quand même un pays où on a construit, on a une histoire très violente aussi de l'imposition et de l'éducation de la langue française, d'une forme de standard qui émane plutôt Paris, Tours, après on peut se chipoter, on voit exactement géographique, l'Égypte, etc. Mais il ne faut pas oublier que même en France, il y a du pluralisme. Et je pense que même dans les espaces francophones européens, il y a des plurilinguismes plus traditionnels qui ont une longue histoire, mais il y a aussi des plurilinguismes qui sont peut-être un peu plus récents et qui sont arrivés sur des processus migratoires. Et je pense que c'est pour essayer de comprendre un peu comment les locuteurs et les locutrices se comportent vis-à-vis des mots d'ordre, c'est intéressant et comment les institutions réagissent vis-à-vis de l'usage de la mise en pratique de ces normes dans différents domaines, comme l'éducation, comme l'administration, surtout comme droit, etc. C'est là qu'on commence à voir un petit peu des distinctions entre comment ça se passe en France, comment ça se passe en Suisse romande et comment ça va se passer en Belgique. Toujours est-il que si on compare même juste en Suisse, ça fait revenir un peu parce que j'ai bien aimé que tu as parlé on sait plus tard, mais sur la féminisation des langues métiers, c'est aussi quelque chose qui est venu assez tôt en Suisse. On a un peu après, je pense, le Québec, je ne me souviens plus exactement, mais il y a une plus grande peut-être flexibilité par rapport à des innovations. Ça, c'est assez clair, aussi dans les pratiques administratives. Ce qu'on n'aura pas en Suisse romande, ce qu'on aura beaucoup moins, c'est comme au Québec, des institutions qui vont non pas seulement documenter, mais essayer de vraiment, il y a peut-être un peu moins de moyens. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise le français à l'école, dans l'administration, etc. C'est peut-être qu'on a peut-être là un petit peu une influence de nos compatriotes germanophones qui est, et ça c'est intéressant, il y a des études d'un sociologue qui s'appelait Jean Widmer, qui parlait du rapport à la norme et aux Suisses romands et chez les Suisses alémaniques. Et ce qu'il observait, c'est que, ça je pense que c'est assez intéressant pour le débat, c'est que les Suisses romands ont tendance à avoir un rapport à la langue qui est plus vertical, qui va être plus de dire, OK, il y a des règles à suivre, c'est pas exactement la tienne, on ne sait pas forcément d'où elles émanent, mais il y a un peu une idée qu'il y a quelque chose au-dessus de notre tête qui nous dit comment on doit parler et écrire.
Et chez les germanophones, je ne sais pas si vous connaissez le monde germanophone, en Allemagne, mais surtout en Suisse alémanique et en Autriche, est forte, il y a des très fortes variations en linguistique. Donc, vous avez vraiment des différences où, quand vous apprenez l'allemand en tant que francophone, eh ben, vous prenez une sacrée claque quand vous essayez de comprendre ce que disent les Suisses alémaniques s'ils parlent en suisse allemand. Après, il faut pas l'idéaliser, les Suisses allemands font aussi certains efforts dans certains domaines. Et il y a cet enjeu. Je pense que cet enjeu, chez les germanophones, ils ont une manière de construire la norme, comme vous disiez en vous-même, qui est peut-être plus horizontale, qui est peut-être plus, de se dire, entre locuteur et entre milieux. En fait, c'est-à-dire de plus une négociation qui se situe, et qui va être moins, disons, ensuite, qui va être documenté différemment et qui ne va pas finir par, dans des institutions qui vont avoir toute une symbolique autour de la langue. On retrouve beaucoup moins ça, par exemple, chez les germanophones. Donc voilà, je pense que ça, c'était peut-être un aspect intéressant par rapport à ce qu'on fait maintenant. Donc, je pense qu'il y a quand même, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est, je pense que la variation, on en a partout, en fait. Hein. On en a partout, aussi dans l'espace francophone. C'est ça que je veux dire. Je pense qu'on en parle peut-être un petit peu, on commence à en parler, bah justement, avec ça a commencé un peu à amener le sujet. On la dénigre pas forcément totalement, je pense que ça varie pas mal selon les lieux, dans les espaces francophones. Voilà, je me suis un peu perdu dans mes notes. On va y revenir. Oui. Bon, je pense qu'après, ce que je voulais dire, peut-être un aspect qui est important, je pense, dans la discussion, c'est de prendre en compte la variété en sociolinguistique. Les usages vis-à-vis de cette langue, la flexibilité. Il y a des endroits où on a une norme extrêmement importante, le droit, hein, on doit, chez les Français du droit et de l'affaire. Et c'est là aussi, d'ailleurs, en enseignant ça, c'est très intéressant. Parce qu'en enseignant en Suisse romande, sur les variations qui sont dues à la langue, telle qu'on l'utiliserait plutôt dans des contextes institutionnels suisses, mais aussi des pratiques qui diffèrent entre la France et la Belgique, du fait que les institutions fonctionnent différemment. Ça va avoir un effet sur toutes nos pratiques. Merci. Merci, Philippe. Jean-Martial? Merci. Alors, à la suite donc, des collègues, j'aimerais dire que l'analyse selon laquelle la langue française a été pendant longtemps dominée par la norme, on va dire, parisienne, est une analyse pertinente et vraie parce que il pèse sur la langue française depuis longtemps cette idéologie-là, que la langue est stable, elle doit être unitaire, elle ne doit pas connaître de modification, et tout ce qui est vu comme variation, modification, diversification est considéré comme étant malvenu. Et cette façon de faire a, d'une certaine façon, eu un impact, je veux dire, sur l'apprentissage et même sur le développement de la langue française dans le monde. Aujourd'hui, il y a des locuteurs de cette langue dans certaines parties du monde qui s'autocensurent, qui ne se sentent pas suffisamment dignes de cette langue, du fait donc de cette norme-là qui pèse sur elle. D'ailleurs, à propos de cette norme-là, Blanchet disait qu'on est en face d'une idéologie la plus dogmatique. On pensait qu'une langue ne peut pas changer, une langue ne doit pas changer. C'est vraiment ne pas connaître ce qui est spécifique aux langues. Plog le disait, l'enjeu des langues, c'est même de connaître la diversification, de connaître cette restructuration. Et en Afrique, depuis un moment, on est en train de, je vais dire, de sortir de ce carcan-là. On est en train de prendre son indépendance vis-à-vis de cette norme-là. Quand on regarde, j'aime bien cette image de la langue française qui est comme un fleuve qui traverse l'Afrique, mais qui va donner plusieurs bras. Mais ces bras sont dus
aux réalités des populations. Les populations ont leur façon de parler, leur façon de voir le monde, leur façon de dire leur réalité. Et du coup, quand elles reçoivent la langue française, elles vont modifier cette langue pour qu'elle fasse corps avec leur réalité. Aujourd'hui, par exemple, dans la pratique de pensée en Afrique, l'émergence de nouvelles formes de discours. Par exemple, dans des prises de parole, on va voir, par exemple, des phénomènes comme l'allongement vocalique pour insister, pour mettre de l'emphase sur les prises de parole. Par exemple, je dirais à quelqu'un, en utilisant cet allongement vocalique, je dirais à quelqu'un, mais je t'attends depuis, pourquoi tu ne viens pas? Donc là, il faut insister, parce que dans les langues locales, c'est comme ça qu'on fait. Quand on veut faire une emphase, on tire sur le mot. On va avoir par exemple un phénomène de multiplication du mot. Je parle là, tu n'entends pas, parce que dans les langues locales, c'est comme ça qu'on va le faire. On va avoir le phénomène, par exemple, de l'emploi onomatopéique. On va dire, par exemple, ils ont versé de l'eau là, j'ai glissé, fiou, je suis tombé mort. Parce que dans les langues, ce sont les onomatopées pour expliquer par exemple, la glissade. Donc, les gens, je veux dire, les Africains ont adopté le français et mettre la langue aux couleurs de leur réalité. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de prendre, je vais dire, de l'ascendance. Et on commence à se libérer de cette norme qui, pendant longtemps, a tenu nos enfants muets dans les classes parce qu'ils ne s'autorisent pas la parole de peur d'être en contradiction avec la norme qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà ce que j'avais à dire sur la Benoît, toujours sur cette question. Alors, vous l'aurez compris par la présentation qui a été faite tout à l'heure, je ne suis pas linguiste, je suis prof de lettres. La preuve, j'ai même une ancienne étudiante dans la salle. J'ai enseigné pendant de très nombreuses années l'histoire de la littérature, sur la littérature française, québécoise, francophone. Et c'est de cette expérience d'enseignement, 2 mots devraient me permettre ensuite de passer de la littérature à la langue. Le premier mot, je l'emprunte à un de mes collègues, et néanmoins ami belge, Jean-Marie Duberg, qui parlait du lutétiotropisme. Le lutétiotropisme, c'est la traduction, le tropisme, pour vitesse. Évidemment, ça marche pas. Ce mot-là, le lutétiotropisme, Jean-Marie l'a créé il y a une quarantaine d'années. Il n'a pas du tout le même sens pour Philippe, pour prendre le train pour aller à Paris, ou pour Jean-Martial et moi, parce que c'est un peu plus loin, physiquement simplement, mais il y a une attraction qui n'est pas la même. Jean-Marie Duberg insistait sur le fait qu'il était très facile pour un écrivain belge, par exemple, de décider de quitter la Belgique pour aller s'établir à Paris et devenir un écrivain français, parce qu'il y avait une proximité géographique, en plus de la proximité linguistique. Ce lutétiotropisme, c'est évidemment le contraire parfait du polycentrisme. C'est exactement le contraire, donc on est tout à fait dans cette logique franco-hexagonale selon laquelle, pour le dire comme Villon, il n'est de Bombec que de Paris. Premier mot. Deuxième mot, alors je m'emprunte à une linguiste, René Balibar. René Balibar a écrit, c'était très utile dans les cours d'histoire de la littérature, elle a écrit un manuel d'histoire de la littérature française dans la collection Que c'est. Parfait, 128 pages. Donc ça, on peut recommander ça à ses étudiants sans problème dans les cours d'histoire de la littérature de première année. Et elle défendait un concept qui est celui de colinguisme. Alors, le colinguisme, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement la présence dans le même texte écrit de langues différentes. Et elle disait, c'est ça qui caractérise la langue française dès son origine. Certaines personnes vous diront que le français découle des sermons de Strasbourg. Dans les sermons de Strasbourg, sur le papier, il y a de la langue sud-est, il y a de la langue romane, il y a du latin. Donc, déjà, pour le premier texte supposément français, il y avait ce contact des langues. Alors, je ne suis pas très fan de ce concept de colinguisme parce qu'il me semble trop restrict. Mais je vois bien que chez mes collègues littéraires, on va essayer de trouver autre chose pour parler de ce contact des langues. Bilinguisme, évidemment, plurilinguisme, multilinguisme, mixtilinguisme, translinguisme, il existe toutes sortes de mots pour désigner ça. Personnellement, je préfère le mot que j'emprunte à un de mes amis, néanmoins collègue, aussi belge, mais de l'autre côté de Rideau de Petrave, René Guttmann, qui lui parle d'hétérolinguisme. L'hétérolinguisme, c'est la présence de toutes sortes de manifestations de langue ou de représentation de langue dans un.
Donc voilà les deux mots que je voulais retenir, luthésotrophisme et écolinguisme. Comment est-ce que je peux passer de la littérature à la langue maintenant? Ben, il me semble qu'une des questions que se pose le français du Québec depuis le 19e siècle au moins, c'est celle de ce rapport au centre, c'est ce rapport à la centralité parisienne. Octave Crémazie écrit à l'abbé Cazignan en 1867 dans une lettre dans laquelle il dit on parle tellement mal français que ce serait mieux si nous avions une langue à nous, si nous pouvions parler Huron ou Iroquois. Hein, on serait singularisé sur la scène du monde par rapport à d'autres nations. À mes yeux, une question comme celle du joueur qui ne donne valeur à une question comme celle du franglais ou une question comme celle de la langue québécoise, ben, toutes ces questions-là posent exactement la même question. Comment fait-on, comment ferait-on pour avoir quelque chose qui nous caractérise et qui nous distingue du centre? Alors, évidemment, on a bien montré tout à l'heure, hein, cette idée-là selon laquelle il existerait une langue québécoise, c'est une aberration linguistique. Nous parlons français, on est en train de faire une table ronde en français, puis on comprend. Donc, mais il y a cette vieille idée là, qui circule, hein, selon laquelle il faudrait s'éloigner du centre pour marquer son individualité. Alors, linguistiquement, ça ne marche pas, évidemment, symboliquement, politiquement, etc. Ça a une importance considérable. Et voilà comment j'aborderais, moi, la question. Oui, le centre est très, très fort, puis on peut essayer de se définir en distinction avec ce centre, ou en complémentarité avec ce centre, ou en distinction avec ce centre. Merci. Alors maintenant, deuxième question, deuxième mise en contexte. Le milieu culturel, et plus particulièrement celui de la littérature, on pourrait élargir aussi celui des arts de manière générale, semble jouer un rôle important dans l'émergence du polycentrisme, en donnant ainsi une forme d'autorité à une expression spécifique de la langue française. On pense notamment aux personnages que l'on retrouve dans les romans de Michel Tremblay au Québec ou encore dans ceux d'Amatou Kourouma en Côte d'Ivoire. Deux grands auteurs par ailleurs reconnus à l'échelle internationale. Alors ici, mes questions sont pour Jean-Martial et pour Benoît. La présence d'un milieu culturel fort et d'une production littéraire extrêmement riche sont-elles des conditions essentielles pour l'émergence du polycentrisme de la langue française? Jean-Martial. Merci. Alors, ce que j'aimerais dire sur cette question, c'est que le milieu culturel joue un rôle important dans l'émergence du polycentrisme. Ce qu'on a pu observer en Côte d'Ivoire, à la suite, par exemple, d'Amadou Kourouma, d'autres auteurs, par exemple, sont allés dans la même lancée en utilisant, on va dire, le français, c'est-à-dire en utilisant des expressions qui sont purement locales pour décrire des réalités qu'ils avaient à décrire dans leur travail. Par exemple, l'ouvrage, le fameux ouvrage Le Soleil des indépendances, le titre même lui-même, c'est un titre en malinqué. Comme on dit par exemple dans Djoula, indépendance télé, c'est-à-dire les soleils, pour dire les jours ou la période des indépendances. Donc, dans la même lignée, on a eu par exemple des personnes comme en émaillant leurs textes de termes, je vais dire, locaux et autres. Mais je vais dire, ce qui est beaucoup plus marquant en ce moment en Côte d'Ivoire ou en Afrique de manière générale, c'est beaucoup plus la place de l'oralité. Donc, dans l'industrie culturelle, par exemple, les sketchs, les chansons qui sont, j'allais dire, codées en variété locale de français, qui connaissent, j'allais dire, un certain développement. On connaît tous le fameux premier gaou du groupe Magic System. C'est parce que cette chanson est chantée en variété locale de français. Aujourd'hui, le terme gaou est entré dans le français des cités de France. Donc aujourd'hui en France, on dit un gaou, c'est ma faute, tout le monde comprend. Donc c'est par le canal de la chanson. Aujourd'hui en Afrique, dans toute la capitale aujourd'hui, les termes ont été véhiculés par le cinéma, mais en français ivoirien. Et aujourd'hui, ces mots ont fait leur apparition dans les variétés de français, par exemple au Gabon, par exemple dans le camp franglais. Donc, je vais dire, la littérature vit, mais beaucoup plus les industries culturelles, la chanson, le cinéma, les sketchs sont donc des canaux par lesquels, je vais dire, la reconnaissance de la variation du français ou bien la pluralisation des variétés se fait beaucoup plus, de façon beaucoup plus accentuée. Voilà. Alors, je vais aussi parler de chansons. J'ai un blog.
sur ce blog, je me lance des défis ponctuels. Je me suis lancé un défi à la fin de 2025, et c'était de mettre à tous les jours les paroles d'une chanson qui porte sur la langue. Des chansons qui abordent la question de la langue, explicitement, très clairement. Essentiellement, je voulais répondre à Épithète, la langue de chez nous, c'est bien beau, mais il y en a plusieurs autres de ces chansons, et c'est celle-là que je voulais voir. Alors, j'en ai trouvé 73. J'en ai mis en ligne 73 de ces chansons. C'est un corpus très, très, très spécifique, puisqu'il s'agit de chansons dans lesquelles on dit que nous allons parler de langue, et plus précisément, nous allons parler de la langue française. Il y a 30 chansons qui viennent du Québec ou du Canada. Et là, je constate une chose qui me frappe beaucoup, à la lumière de ce qu'on a entendu toute la journée aujourd'hui. Sur les 30 chansons, il y en a au moins la moitié qui abordent le rapport entre le français et l'anglais. Donc, c'est un thème récurrent de la chanson québécoise ou canadienne en français sur le français que de parler des contacts de langue avec l'anglais. Et il y a seulement 2 chansons, sur les 30 dont je parle, où il y a d'autres langues qui apparaissent explicitement. Alors, dans Choukran d'Aleka, il y a des passages en arabe, et dans une chanson, alors, ne me posez pas de questions là-dessus, c'est du ragamuffin. Je vais vous expliquer ce que c'est du ragamuffin, et c'est du ragamuffin. C'est chanté par Mademoiselle Girafe, ça s'appelle Montreal Style. Ça date de 2009. Anglais, mandarin, portugais, italien, arabe, créole, espagnol. Tout va bien. C'est le portrait linguistique de ça se regarde à la fin quand on dit c'est ça la langue québécoise. Bon, c'est comme des affaires, ça. De cela, ça allait à peu près. Alors, je ne veux pas tirer de conclusion trop forte de ce simple relevé, mais il semble qu'il y a quelque chose là qui se dit. Je poserai la question comme ça. Il est où le trilinguisme montréalais? Il est où le plurilinguisme montréalais dans les représentations chantées? Il est pas. On l'a bien vu ce matin, hein, les statistiques que donnait Richard, c'est très clair. Montréal est une ville au moins trilingue, sinon plurilingue, majoritairement, pratiquement. Et donc ça, la culture n'en rend pas compte. Alors pourquoi est-ce que je voulais donner cet exemple-là? Ben, le problème de la littérature québécoise, de la chanson québécoise, quand il est question de représentation du contact des langues, c'est la polarisation. On n'est pas encore sorti de cette polarisation selon laquelle il y aurait 2 langues, le français et l'anglais. Justement, ce n'est pas vrai dans les pratiques courantes, dans le débat public, mais la discussion est organisée en fonction du rapport entre ces 2 langues, comme si elle n'avait pas d'autre époque. Il y a des gens pourtant qui ont réfléchi à ça. Je vais donner un nom, 2 petits exemples rapides. C'est aussi un de mes collègues, c'est aussi un de mes amis, mais il n'est pas belge. C'est Pierre Neveu. Alors, Pierre Neveu, il y a déjà 10 ans, réfléchissait à ce qu'il appelait, par exemple, la diversité linguistique montréalaise, la diversité des accents, la diversité des langues, au-delà de l'anglais, mais aussi avec l'anglais, la diversité des variétés de français qu'on entend à Montréal. Dans un autre texte, il parlait de la porosité du français du Québec. Porosité, évidemment, envers l'anglais, mais envers toutes sortes d'autres langues aussi. Donc oui, la question culturelle, la question littéraire est essentielle pour réfléchir à ces affaires de langue, mais je pense que nous avons besoin collectivement de sortir de cette fixation polarisante. Il faut tenir compte, et pas simplement sur le plan de la thématique. Hein. Il y a des communautés diverses établies au Québec, il y a des communautés diverses établies à Montréal. Ça, c'est la thématique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la langue d'écriture est marquée par le contact avec plein d'autres langues. Jusqu'à maintenant, on n'a pas étudié ça en littérature, ou à peu près pas. On n'a pas étudié en chanson non plus. Donc là, il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment un objet dont on doit s'emparer. Si oui, la culture doit être en phase avec la situation linguistique, ben, il y a des retards qui existent encore. En tout cas, du point de vue qui est le mien, celui de la littérature, et pour la petite expérience que j'ai menée du côté de la chanson. J'avais oublié de souligner qu'au-delà de la littérature et des chansons, des industries culturelles, il y avait aussi les réseaux sociaux, et aussi la presse écrite. En Côte d'Ivoire, par exemple, on avait un hebdomadaire dans les années 80 qu'on appelait Loisement, qui a popularisé ce qu'on a appelé le français populaire ivoirien. Puis tout récemment, Wish, c'est un journal qui écrit exclusivement en Nouchi, donc qui a valorisé, j'allais dire, le français des jeunes.
Donc, je vais vous donner quelques extraits qu'on peut trouver dans la presse, par exemple. Vous avez une autre façon, par exemple, de coder les emplois proverbiaux. Le conseil dirait, par exemple, la charité bien doit donner commence par soi-même. Nous, on dit, par exemple, je t'aime, mais je me préfère. Donc, ça, on va voir ça. Chasser le naturel, de l'oignon au galop. Ça se dit, par exemple, habitude, c'est comme poil. Quand on coupe, ça pousse. Ça, on va voir ça. Puis, voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Troisième question, troisième mise en contexte pour Michel et Philippe. Le Québec a une histoire singulière qui lui semble avoir permis, au cours des dernières décennies, d'affirmer la spécificité de sa langue et de contribuer à ce polycentrisme de la langue française. La mise en place d'un cadre législatif, charte, loi, et la création de plusieurs institutions, comme le Conseil de la langue française, le QLF, etc., sont souvent cités comme étant des éléments clés qui symbolisent cette affirmation et ce polycentrisme possible. Question. Quels sont les éléments de type institutionnel ou les conditions structurelles qui pourraient, selon vous, conduire à ce que ce phénomène se répande ou s'accentue ailleurs dans l'espace francophone international? Ces actions, je dirais nationales, bien d'autres. Ces actions législatives et institutionnelles ont-elles des effets sur l'insécurité ou encore sur la résilience linguistique? Michel. Encore toi. Ben, moi, j'interprète cette question-là un peu comme portant sur le maintien de divers pôles en francophonie. C'est pas exactement ce que vous avez en tête, mais c'est comme ça que je l'interprète. Ça va peut-être passer aux sciences régionales, à l'économie régionale, qui classe les métropoles, ensuite les pôles régionaux, puis ensuite les régions. Puis ça m'a fait un peu penser à ce type de typologie-là. C'est comme si on avait une espèce de représentation de... Il y a la France, il y a le Québec, puis ensuite il y a des francophones un peu, je ne sais pas, exécutés, PAPS, dont je fais partie. Puis ensuite, en lisant la question, là, je dis, on revient à Raymond-Breton, on revient à la complétude institutionnelle. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas été formés en sociologie canadienne, Raymond-Breton a fait une brillante carrière à l'Université de Toronto. Il y a très peu de gens qui savent que c'est un francophone. Puis, il a popularisé, sa thèse portait sur des communautés ethniques de Montréal dans les années 60, puis portait sur les institutions qui permettaient justement aux communautés de se maintenir. Puis ça, en francophonie, en Québec, dans les années 80, ça a été vraiment repris, puis je dirais, ça n'a pas tellement été remis en question malgré le fond structuro-fonctionnaliste de la théorie. On l'utilise encore parce que ça permet très bien de comprendre comment, sans institution, en fait, c'est très difficile de maintenir une langue en contexte minoritaire. Puis, on pense, par exemple, aux lois, donc le bilinguisme officiel au Canada, les chartes la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit les écoles de langue française hors Québec. Donc, les écoles aussi comme telles, comme institutions, les taux d'assimilation seraient... On ne peut pas vraiment répondre à des questions... qui, dans le fond, ne sont pas empiriques, mais on peut imaginer comment l'assimilation aurait été fulgurante sans les écoles, sans la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, pour moi, oui, effectivement, les institutions, que ce soit dans ma province, le bilinguisme officiel au Nouveau-Brunswick, même chose, mais d'autres institutions qui en découlent aussi, le Canada, malgré le fait qu'on se plaint toujours que c'est très montréalo-centrique, puis que finalement, si on veut savoir ce qui se passe dans le monde, puis au Canada, on écoute CBC, parce que franchement, la hiérarchisation des nouvelles est discutable. Puis les universités de langue française, que ce soit l'Université de Moncton, Saint-Boniface, ou les facultés comme la faculté Saint-Jean, c'est vraiment vital. Puis sans aucun doute, ça maintient
des pôles régionaux. Moncton ne serait pas aussi bilingue et aussi dynamique d'un point de vue, disons, sur le point de vue de la francophonie canadienne si ce n'était pas de l'Université de Moncton. Si ce n'était pas non plus du Canada Atlantique non plus. Donc, pour moi, même les programmes d'appui financier du fédéral qui financent la société civile, ça fait toute partie de ce que Raymond Breton appelait déjà dans les années 60 la complétude institutionnelle. Puis, oui, c'est vraiment structuro-fonctionnaliste, mais je n'ai pas moyen de dépasser ça parce que ça explique très bien comment ces institutions-là contribuent à maintenir, parce qu'il faut comprendre que les locuteurs sont en constante compétition entre groupes linguistiques. Si je ne peux pas inscrire mon enfant dans des cours de natation en français, il va être obligé de les suivre en anglais. Puis, tous les espaces en anglais, mais ça effrite la langue française, ça fait que c'est plus difficile de maintenir le fait français vivant. Donc, je pourrais finalement conclure sur, disons, une position plus normative, c'est que s'il y a un espace qu'il faut institutionnaliser, là, je parle de ce que je connais, là, la francophonie hors Québec, c'est les garderies, les services de petite enfance. C'est l'avenir, c'est le futur, puis c'est absolument essentiel, à mon avis, d'institutionnaliser cet espace-là. Parce que l'école en fait beaucoup, puis c'est comme une porte d'entrée à l'école aussi. Là, donc, il y a plus en plus de recherches qui démontrent les défis aussi, une fois rendus à l'école, si on a été socialisé, disons, principalement au niveau de la distance. Voilà, merci. Philippe. Alors, moi, je voulais vous renvoyer la question. C'est pourquoi, en fait, il faudrait favoriser le polycentrisme. Donc, quel intérêt, en fait? Quelles sont les conséquences? Quand ça les effets recherchés, il faut favoriser le polycentrisme, le bilinguisme. On pourrait un peu s'étaler, mais si je vous renvoie la question, c'est quand même ce que vous regardez en tête, qu'est-ce qui est vraiment recherché par quelle institution, quels sont les effets sur les locuteurs, dans quelle mesure les locuteurs et les locutrices sont intégrés dans le processus de construction de quelle variation on va mettre en avant, est-ce que c'est celle de l'élite, celle des garagistes, j'en sais rien. C'est vraiment, c'est des questions quand même sérieuses. Je pense qu'on doit vraiment garder en tête quand on veut aborder ce sujet. Et je pense qu'il y a un cas emblématique, c'est pas dans la francophonie, mais qui vient et qui est extrêmement violent aussi. C'est pour montrer que le polycentrisme peut avoir des dérives. Si vous pensez au cas du serbo-croate, croate au serbe, d'une langue qu'on ne sait plus comment nommer, qui finalement a été extrêmement documenté par les linguistes, pas seulement par les linguistes des Balkans, mais beaucoup par les autrichiens. Il y a une fascination pour savoir à partir de quand c'est une langue, etc. Les dialectologues, surtout germanistes, allemands, se sont beaucoup intéressés à ça. Avec le serbo-croate, finalement, à partir des années 90, 90, c'est clairement suite à une guerre, finalement, c'est vrai que j'allais au 19e siècle, je ne peux peut-être pas aller jusque-là, mais il y a eu des mouvements où les politiques ont essayé d'insuffler un rassemblement parce qu'il y a une grande intercompréhension. On sort ce mot seulement maintenant, intercompréhension. Le fait que les locuteurs et les locutrices se comprennent très bien, que ce soit il y a tout un bassin finalement linguistique où ça communique assez facilement. Et il y a eu à partir de rassembler et d'avoir un standard commun. Il y a eu des standards communs, ça a aussi fait débat, mais il y a eu des formes politiques d'État qui ont favorisé, une célébration et une mise en place de ce standard commun. À partir des années 90, il y a eu un éclatement, une guerre vraiment tragique,
Serge Croate, Serge Musulman, et encore d'autres personnes. Il y a aussi, c'est assez intéressant en fait, toute cette fait de tenir ensemble, bah, il y a un éclatement aussi, pas forcément linguistique directement, mais plutôt au niveau des institutions. Elles se sont dit, les Croates se sont dit non, on veut vraiment se distinguer sur tous les plans des Serbes, donc on va avoir la langue croate. On a déjà fait comme ça au XIXe siècle, il y a déjà des linguistes, des érudits qui essayaient vraiment mettre en avant une langue croate, même chose du côté des Serbes, hein, ça. Et là, on retrouve ce discours du 19e très nationaliste, très ethno-nationaliste, très problématique aussi, puisque en plus d'un siècle, il y a eu des changements au niveau des langues, il y a eu plus de brassage, plus de partage culturel, etc. Et on ne peut pas honnêtement distinguer sur la base de la langue, dire ah, lui, c'est un croate parce qu'il parle comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a en fait, même s'ils se comprennent très bien sur un plan linguistique, il y a eu un tel éclatement que le moindre pseudo-polycentrisme était exploité politiquement pour éclater. Un cas qui peut paraître extrême, c'est un cas réel. Je pense que c'est utile de le répéter, même si bien sûr dans la francophonie on a tout autre chose. D'autres histoires, on a d'autres institutions qui sont aussi là depuis plus longtemps. C'est peut-être aussi là pour pouvoir d'avoir eu des idéologies plus centralisantes qui rendraient finalement des dissensions peut-être aussi radicales, moins plausibles. Ça, je pense. Donc voilà, donc je pense que c'est nécessaire de bien définir ce qu'on veut favoriser avec une institutionnalisation polycentriste, surtout s'il y a un État ou plusieurs États, des gouvernements, des régions autonomes s'impliquent directement. C'est aussi pour éviter de générer, de créer de la mécompréhension. Donc de garder en fait cette idée que ça va quand même rester au service des gens qui vont vraiment faire sens de cette langue et l'utiliser dans leur quotidien. Je pense que pour revenir dans la francophonie, je m'excuse pour le détour à la direction, il y a un cas qui est assez intéressant. On commence à faire des études sur la littératie administrative, donc la capacité finalement des gens à interagir avec les administrations, avec les correspondances de l'administration fédérale, en Suisse, cantonale, etc., dans le domaine des assurances sociales. Et puis, quand je lis la littérature sur ces questions-là aussi, c'est assez intéressant parce qu'il y a une forme de polycentrisme que je constate entre, par exemple, la Suisse romande, où la France, finalement, vu que l'État très centralisateur, base à une histoire de centralisation assez radicale, quand même, aussi qui a eu un impact sur l'usage de la langue. Et puis, il y a aussi une place qui est faite à la langue française dans l'éducation, qui est beaucoup plus important, je dirais, que par exemple en Suisse, où on va mettre la langue première, aura peut-être un peu moins de place pour des raisons logistiques, c'est bien place pour les langues étrangères, pour des domaines plus techniques aussi. Il y a une autre façon de placer la langue dans les grands programmes, qui fait aussi qu'on finit par l'observer dans les pratiques de l'EFI, où en Suisse, dans certains domaines, justement comme l'administratif, le juridique ou dans le politique, quand on doit écrire des lois, on est obligé d'interagir à certains moments avec des gens qui n'ont pas forcément le français comme première langue. On va être un petit peu obligé de se faire comprendre, d'utiliser un langage moins fleuri, qui va faire moins administratif peut-être, qui va être moins complexe. Et il y a une forme d'obligation de simplifier. Si vous voulez que j'observe moins dans la littératie administrative française. Et ça, c'est assez intéressant, je pense, du fait qu'on a une situation de plurilinguisme qui est institutionnalisée, favorise une forme de négociation, en tout cas dans la manière aussi, dans l'État fédéral en Suisse, très bon compliqué, mais
favorise en fait ces processus où on a des traductions, on envoie un texte au niveau fédéral, il doit être traduit. Donc, dans la traduction, il va y avoir des discussions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dire dans ce texte? Comment je dois traduire ça? Etc. Il y a des grands débats internes comme ça qui font que, quelque part, c'est peut-être ça qui amène une forme de- il y a au moins un débat, en fait, sur quels sont les termes, quelles sont les formulations qui sont peut-être les plus intelligibles pour les gens qui vont être concernés par ces textes. Voilà. Pas idéalisé, c'est pas parfait non plus, parce que je veux dire, la situation de plurilinguisme fait qu'il y a peut-être cette sorte de, on va dire, la norme suisse romande va un peu se construire dans cette dynamique-là. Merci, Philippe. La dernière question, la mise en contexte. Si un milieu culturel dynamique semble central, il y a par ailleurs une dimension de transgression sociale, celle d'un ordre établi, qui apparaît aussi très important pour permettre l'apparition de nouvelles normes. On en a un peu discuté tout à l'heure. Le 5 avril 2025, l'animatrice Marie-Louise Arsenault de Radio-Canada, à son émission Tout peut arriver, faisait une entrevue avec la chanteuse Louise Forestier, qui revenait sur le succès en 1968 de l'Hostie Show, en disant « on était baveux ». Alors, pour ceux et celles qui ne comprennent pas, être baveux, au Québec, ça veut dire une personne qui agace en provoquant les autres. Donc, voilà. Alors, cette mise en contexte est en fait la question, ces nouvelles normes, et qui s'adresse à tous les quatre, en commençant par Philippe de nouveau, ces nouvelles normes semblent pouvoir émerger à travers des segments de la population que l'on retrouve dans la jeunesse. Quel est le rôle des jeunes dans vos contextes spécifiques? Comment se mobilisent-ils? Y a-t-il des forces plus conservatrices? Comment se positionnent-ils ces jeunes face à la langue ou des dynamiques linguistiques que vous observez? Alors, la question va être assez petite. Je ne suis pas déjà. J'ai dit un moment, j'ai pas mal de collègues qui ne travaillent pas sur la langue des jeunes, en particulier. Je ne suis pas certain, en les relisant ces collègues, que les jeunes apportent forcément des nouvelles normes. Je ne vois pas trop ce que c'est. Je pense qu'ils amènent, par contre, ils offrent de la place pour l'innovation, pour des changements parfois. Après, il y a des effets de mode. Comme beaucoup de choses, des effets de mode qui disparaissent. Donc, il y a des mots, il y a des expressions, il y a des usages qui vont rester. Je n'arrive pas à dire qu'il y en a beaucoup. Mais il y en a aussi qui vont partir. Il y en a un truc, par exemple, quoi couper, une expression, j'en sais rien. Les jeunes, etc., qui étaient très à la mode. Puis déjà maintenant, je n'entends plus. Donc en 2-3 ans, en fait, ça peut assez vite partir. Ce qui est des modes peuvent aussi assez vite changer. Il y a beaucoup de jeux avec la langue. Ce qui est intéressant, je pense, c'est quand on essaye d'avoir des débats intergénérationnels à travers ces jeux de mots, à travers l'apparition de ces mots qui viennent, on les utilise. Je pense que c'est très présent dans la mise en scène de la langue, dans les médias, la musique, l'humour. Ça, on le voit, les humoristes romans commencent à se profiler. Par exemple, Thomas Wiesel, je pense que vous ne connaissez pas, mais il y a quelques humoristes romans qui commencent à se faire entendre aussi et à Paris, précisément, sur France Inter, par exemple. Après, voilà, quand ils se font entendre, et puis qu'ils font entendre leur accent et leurs expressions, est-ce qu'ils font toujours entendre leurs accents ou leurs expressions? Moi, ce que je constate plutôt, c'est qu'ils ont aussi tendance à sélectionner quelles sont les expressions qui seront passables dans un contexte parisien français et lesquelles le seront moins. Donc ça, c'est aussi, je pense, quelque chose qu'il faudrait approfondir dans la tâche. Qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on ne pas. Il y avait quand même Alexei Prikovsky, ma collègue sociolinguiste aussi, qui avait montré dans ses études de corpus que en Suisse romande, en tout cas, et je pense que c'est la même chose dans les études de Michel Francard en Belgique, il y a certaines
expressions qui vont être plus valorisées, mises en avant, qui vont être plus acceptées aussi au niveau des romans que d'autres. Donc il y a des formes, si je prends par exemple les innovations, le mot bancomat n'a pas trop posé de problème au milieu des romans. Par contre, les germanismes poussés, rural, et on va peut-être moins le montrer à d'autres personnes. Donc il y a ça. Pour revenir aux jeunes, je pense qu'il ne faut pas trop. Je pense que les jeunes, ce qu'on constate aussi, c'est que sont comme tout locuteur, toute locutrice, savent s'adapter au texte. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas rester des chelous dans toutes les situations. S'ils sont dans un contexte administratif, s'ils sont dans un entretien d'embauche, aussi, ils apprennent s'ils travaillent dans les services, un domaine informel, ils vont aussi adapter leur langage. Donc, je pense qu'il y a plus de flexibilité que ça, il y a plus d'accommodation quelque part. En tout cas, pour terminer, je pense que les jeunes, en tout cas en Suisse, ne connaissent pas directement, pas forcément explicitement autour de la langue, en association. C'est pas un truc, les associations, les politiques de défense de la langue française, c'est pas les jeunes qui gèrent ça. Je pense que ça c'est aussi assez intéressant quand même à garder en tête. C'est plutôt des personnes âgées qui s'en occupent. Et puis, je pense qu'un dernier point, ça va être par rapport aux linguistes. Les linguistes sont, je pense, pas mal à la fois un peu désarçonnés, mais à la fois excités de pouvoir observer de nouvelles pratiques dues à une multimodalité, donc avec les smartphones, avec les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses, il y a toute une technologie qui bouleverse nos pratiques sociales et langagières. Il y a la question de savoir comment on peut se mettre à faire des vocaux, des textos. On peut même utiliser simplement des images, des ça, pour exprimer quelque chose. Et on sort vraiment, on est en train quand même d'observer là, je pense, les pratiques des jeunes sont un petit peu, c'est souvent là qu'on constate des décalages. Et que peut-être que là, on va devoir poursuivre des recherches pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Il y a aussi l'intelligence artificielle, le fait qu'on devient de plus en plus obsolète. Est-ce que vos étudiants ont vraiment écrit ce texte grec, mais ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour le coécrire ou pour l'écrire totalement? Ça, c'est vraiment des questions. Et aussi le rôle de ces technologies ont une tendance aussi à imposer un point de vue normatif. Il ne va pas être ni celui des jeunes, ni celui de la périphérie, mais de corpus qui ont tendance à mettre en valeur des standards qui ont été beaucoup plus documentés et que les algorithmes vont sortir en prenant. Ces standards, en général, ça va dominant de centre, beaucoup plus fort. C'est en tout cas ce qu'on peut observer sur les études linguistiques sur l'intelligence artificielle de l'anglais. Je pense qu'avec le français, c'est pas arrangeant. Merci. Michel. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé cette question-là un peu embêtante. C'est Richard qui l'a fait. Mais. J'aime ça vous embêter. Ouais, je commence par dire que, contrairement à la Suisse, que je me fie à parce que je ne suis pas au courant de tout, au Canada, les jeunes se mobilisent vraiment autour des questions linguistiques, je dirais autant au Québec qu'à l'extérieur du Québec. En tout cas, les francophones, les francophones sont tellement moins, à part les anti-linguistes, mais bon, c'est vraiment deux exemples de ça. Les Jeux de la francophonie canadienne en 2017. C'est un événement sportif,
jeu de la francophonie canadienne. OK, oui, ça réunit des francophones, mais le slogan était Right Fier. Parce que les jeux allaient avoir lieu à Moncton, Moncton DF. Puis c'était vraiment conscient de donner un slogan qui répétait le vernaculaire, le chiac, donc qui est un mélange de français, d'anglais et de français acadien, qui est parlé dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Puis ça a vraiment créé une polémique là, chez certaines, disons, certains puristes ou conservatrices par rapport à la langue. Mais c'était conscient, puis c'était pourtant un événement sportif. Sinon, les réseaux associatifs, comme je disais tout à l'heure, sont très, très dynamiques dans la francophonie canadienne. Puis il y a des organismes qui représentent les jeunes. Donc, c'est une élite, là, on s'entend, c'est une élite jeunes, mais qui sont dans les fédérations des jeunes du Nouveau-Brunswick, fédération des jeunes francophones de la Nouvelle-Écosse, etc. Donc, déjà, ils ont un vecteur pour se mobiliser sur des enjeux qui les touchent, mais en français. Donc, par exemple, le vote à 16 ans, ce genre d'enjeux-là, ben, ils le font en français, mais de par leur mission, ils sont aussi apportés à se positionner sur des questions linguistiques. Ils ont l'institution qui est l'association comme telle pour se mobiliser. Puis, il n'y a pas si longtemps, la Fédération Jeunesse canadienne-française, qui est donc la fédération canadienne qui regroupe toutes ces associations provinciales, avait lancé une campagne sur la sécurité linguistique. Donc, le concept d'insécurité linguistique a vraiment été popularisé au Canada à un point où moi, je trouve que c'est devenu comme un peu un mot valise où on met l'anglo-normativité, les différentes variances, variétés linguistiques, on rentre tout ça dans l'insécurité linguistique, les micro-agressions, on rentre tout ça dans l'insécurité linguistique. Mais le concept sociolinguistique a tellement été popularisé que même les jeunes se sont mobilisés autour de cette question-là. Donc, mais en même temps, aussi chez les artistes qui ont créé des polémiques linguistiques comme Radio, ils ont mon âge. Moi, j'étais à l'école avec Gabriel Malenfant, avec mes amis, puis on est une quarantaine, donc Moins jeune. on est moins jeunes. Vous avez été jeune. Ouais, peut-être qu'au début, t'es jeune, mais c'est jeune que ça, non. Il a commencé à semble quelqu'un comme maîtrise en administration, quelque chose comme ça. C'est pas si jeune. Donc, tu sais, je me dis, oui, les jeunes se mobilisent, mais en même temps, même quand mes enfants me disent, je leur dis, ben, je les corrige un peu des fois. Je parle chaque avec les amis, c'est correct, mais tu sais, il faut quand même être capable de passer d'un registre à l'autre. Ma maman, on est acadien, il faut être fier. Puis, c'est vraiment que la langue pour les jeunes, c'est un vecteur d'intégration et d'identité, mais plus que je pense, plus que je trouve que c'est pas juste les jeunes. On entend ça aussi beaucoup dans les villages autour, les gens qui vont même avoir des espèces de t-shirts qui vont mettre de l'avant le français acadien ou le chiac pour valoriser leur parler. Puis là, on parle de gens de toutes les générations. Mais il y a certainement une question de classe sociale qui traverse autant la question aussi d'âge. Donc, moi, je pense que cette question-là, en fait, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup d'études à mener sur différents facteurs sociodémographiques. Parce que je pense que la mise en contexte parlait des années 70. J'ai l'impression qu'on transgressait les normes quand on était dans une période où c'était beaucoup plus conservateur, ce qu'on entendait sur les ondes, ce qu'on entendait dans les chansons, c'était beaucoup plus standardisé que maintenant où on est vraiment confronté à une variété de français. Puis déjà, les sociétés sont beaucoup plus diverses. Et les médias numériques font aussi qu'on peut avoir accès à une variété de français qu'on n'avait pas dans ces années-là. Alors,
toutes les occasions sont bonnes de rappeler que le plus grand texte jamais écrit sur le français au Québec est un texte d'André Bello qui s'appelle Pour un unilinguisme antinationaliste. C'est un texte qui date de 1983, qui est un texte admirable, dans lequel on trouve notamment, je passe les oreilles de tout le monde avec cette phrase-là, on trouve la phrase suivante, nous n'avons pas besoin du français, nous n'avons pas besoin de parler français, nous avons besoin du français pour parler. Ce texte est publié en 1983, c'est le texte d'une conférence de 1980, et ce que fait André Bello en 1980 dans sa conférence, c'est essayer de s'interroger sur le qui devrait remotiver le discours linguistique. On vient d'adopter en 1977 la Charte de la langue française. Bello dit les raisons qui nous ont menés à la Charte de la langue française ne tiendront pas. Il faut trouver d'autres raisons de valoriser, de défendre, de préserver le français au Québec. Et il dit, on ne peut pas, et là j'arrive à la question que vous avez posée, on ne peut pas demander aux jeunes d'endosser nos positions. Il faut trouver d'autres arguments qui vont convaincre les jeunes qu'il y a nécessité qu'il y ait une chose qui s'appelle la Charte de la langue française ou d'autres lois qui ont été votées par les suites. Donc, il s'adresse aux jeunes dans ce texte-là. Nous sommes, nous, aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. Nous devons trouver quelles sont les raisons pour motiver ou remotiver au Québec les lois linguistiques. Il y a une chose qui est sûre, indubitable à mes yeux, c'est qu'on ne pourra pas remotiver les lois linguistiques en continuant à diaboliser l'anglais. Ça ne peut pas marcher. Richard a donné des statistiques très, très éclairantes ce matin. Les jeunes québécois connaissent et pratiquent très, très majoritairement l'anglais. On ne peut pas dire à ces jeunes-là, vous ne devriez pas, ou c'est pas bien, ou vous menacez le français. Cet argument-là est invendable, injuste, il est faux. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme argument alors à leur proposer? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ces jeunes? Je suppose que c'est moi les jeunes. Qu'est-ce que les jeunes, c'est comme toi et moi. Non, c'est pas pour moi. Les jeunes, c'est pas pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur donner? Alors, il existe, et on a entendu parler aujourd'hui dans plusieurs communications de choses qui s'en vont dans cette direction-là. Corinna en a parlé, Maëlyn en a parlé, Davy en a parlé. En Angleterre, ça s'appelle l'éveil aux langues. Alors, moi, ma proposition, c'est relativement simple. On va un peu les noyers que je vois là-bas. Et ce serait de dire, dans le système scolaire québécois, quand on s'adresse aux jeunes, il faudrait arrêter de leur parler de l'accord du participe passé. Vous leur parlez beaucoup moins de l'accord du participe passé. En tout cas, pas les embêter avec 80 heures d'enseignement sur l'accord du participe passé. Ça n'a pas de sens. Il faudrait les éveiller à ce que c'est que les langues. Qu'est-ce que c'est qu'une langue? Alors, on a fait ça beaucoup, je parle d'éveil aux langues parce que c'est l'expression qu'on a utilisée en Grande-Bretagne au début des années 80 pour populariser ces programmes-là. Il s'agissait de faire comprendre aux enfants, mais que leurs parents parlaient anglais quand c'était l'autre langue. Donc, il y avait des contacts linguistiques qui dépendaient de leur situation d'immigration et de leur situation sur le marché du travail. Ben ça, l'idée de qu'est-ce que c'est qu'une langue, ça serait peut-être pas plus mal d'essayer d'enseigner ça aux élèves. On peut leur enseigner ça très jeune. L'éveil aux langues, ça commence en deuxième année. Qu'est-ce que c'est qu'une langue? Qu'est-ce que c'est que le contact des langues? Comment ça se fait qu'il y a plusieurs langues parlées à la maison, d'autres langues parlées dans la rue, d'autres langues parlées dans le milieu du travail? Quelqu'un tout à l'heure disait l'équivalence entre une personne, une langue n'a pas de sens. Ben voilà le genre de choses qu'il faudrait expliquer très jeune aux jeunes. Hein. Voilà, les langues, c'est des choses qu'on a en partage, qu'on peut en avoir plusieurs, qu'on peut être inégalement à l'aise dans l'une et dans l'autre. Mais là, il y a quelque chose qui s'appelle la pédagogie active. Expliquer des trucs d'histoire de la langue. Pourquoi il existe une charte de la langue française au Québec? Pourquoi elle a été votée en 1977? Quels ont été ses effets? Ça, c'est des choses qui sont utiles parce que ça permet de relativiser les débats. Je me plaignais tout à l'heure de la polarisation. Ben, je continue à me plaindre du fait qu'on n'arrive pas à sortir des ornières discursives qui sont les nôtres depuis des siècles. J'ai fait une étude, moi, des discours sur la langue du 18e siècle aujourd'hui. On parle toujours de la même chose. On parle toujours des mêmes affaires. La seule affaire qui a disparu, c'est la religion. Mais autrement, accent, pureté, correction,
crainte des anglicismes, tout ça, ça se répète, ça se répète. Sortons de ces ornières discursives. Nous, il est trop tard, on est pourri. Mais on pourrait essayer de former une élite qui sortent eux de ces ornières discursives pour qu'ils soient capables d'avoir leur propre raison de motiver les lois linguistiques, de remotiver les lois linguistiques, et donc de répondre à ce que disait André Bello en 1983. Merci. Alors, par rapport à cette question, il peut dire qu'en Afrique, les jeunes sont les acteurs centraux de la transformation linguistique. Quand on observe dans tout l'espace francophone africain, on a dans les grandes capitales africaines des parlers jeunes. Parlers jeunes, donc j'en ai fait mention en Côte d'Ivoire, c'est le Wifi. Au Gabon, c'est le Tolibangondo. Au Cameroun, c'est le Cap-Français. À Kinshasa, on a les Ngoupi ou le Balados. Donc, dans toutes les capitales, les jeunes ont mis en place, je vais dire, une forme linguistique pour se faire entendre. En fait. Au départ, ce sont des argots. Donc, ce sont des langues critiques pour ne pas se faire entendre par les autorités. Parce qu'au départ, c'est la langue des voyous, la langue des délinquants. Mais les jeunes ont regardé cette langue et ont dit, ben, tiens, ça, c'est bon pour nous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont introduit, pour le cas du Bouchi, par exemple, ils ont introduit dans ces langues qui étaient au départ la langue des voyous, des mots, par exemple, de l'anglais, des mots des langues locales. Ils ont commencé à habiller autrement ces langues-là pour pouvoir en faire usage. Et ces langues-là leur permettent, par exemple, de rendre compte de leur identité. Dans ces langues, par exemple, ils vont faire apparaître un certain nombre de dichotomies. Dichotomies entre, par exemple, eux, jeunes citadins, par rapport aux jeunes de la zone rurale. Ils vont faire apparaître dans une distinction entre, par exemple, les riches, l'élite, et puis eux, jeunes qui se débrouillent, qui ont fini leurs études et qui n'ont pas, par exemple, eu du travail. Donc, ils vont utiliser ces langues comme des plateformes pour je vais dire, on va dire, comment on dit ce terme-là, pour revendiquer, donc des lieux pour revendiquer, par exemple, des choses. Et donc, très souvent, on va se rendre compte que dans ces parlers-là, il y a par exemple une verbe inventive importante, c'est-à-dire le mot, pour une même réalité, on va avoir plusieurs mots, et chaque fois, ces mots changent. Mais en fait, c'est une stratégie pour les jeunes pour chercher à se faire entendre. Quand vous ne nous entendez pas, quand on utilise tel mot, on va le changer, peut-être que vous allez entendre et nous comprendre. Donc, il y a ça dans ce parler-là, des glissements sémantiques. Et comme glissements sémantiques pour rendre compte des dérapages dans lesquels ils sont englués au quotidien. Donc, ils vont utiliser ces langues-là comme de vraies machines pour parler. Au-delà de ça, par exemple, ils ont été pour certains en échec scolaire. Donc, c'est une revanche qu'ils vont prendre à partir de ces langues contre le français scolaire qui pour eux est très hermétique. Donc, ils ont trouvé tout refuge dans ces variétés-là. Et puis, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces langues sont tellement dynamiques que tous les politiciens ou les élites qui veulent avoir accès aux jeunes sont obligés de passer par là. Et ça, on le voit lors des campagnes électorales, ça a commencé déjà en Côte d'Ivoire. Donc, vous allez voir, s'approcher des jeunes, ils vont utiliser ce langage parce qu'ils pensent qu'en utilisant ce langage, ils peuvent avoir accès aux jeunes. Donc, voilà rapidement, en désordre, quelques éléments. Donc, les jeunes sont porteurs de cette transformation. Ils ont du temps. Ils ont les ressources, donc la créativité, et puis ils ont des raisons pour dire leur ras-le-bol par rapport à une société qui les met de côté. Voilà. Merci beaucoup. Ça met fin au panel. Évidemment, on peut passer à quelques questions. D'abord, j'aimerais 5-10 minutes, peut-être. Je ne sais pas s'il y en a qui auraient des questions, commentaires. Non. Oui. William. Donc, j'ai une question pour Vincent, mais aussi, ça touche aussi le domaine de l'Acadie. Quelques-uns de vos propos m'ont rappelé votre éditorial assez récent dans Le Devoir, Quel français pour
pour 2024. Et c'est là où on traitait de l'ordre d'André Bello, tout ça. Et là, ce que j'ai remarqué, et vous avez dit, vous avez posé la question, demande-t-on aux Allemands d'aimer leur langue? Qu'est-ce que ça veut dire? Le gouvernement nous demande d'aimer le français. Et justement, ça me rappelle aussi, on est déjà parti, mais la pièce par le Gabriel Robichaud, Bianca Richard. Et à un moment donné, Bianca, elle pose cette question. Mais on nous demande d'aimer le français, mais qu'est-ce que ça veut dire? Les jeunes, non, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais ce sentiment, donc quand j'analyse le discours, c'est ce que je fais, ce sentiment d'amour envers le français, c'est très particulier, c'est très intéressant. Ça ne fait pas partie du discours en métalinguistique de beaucoup d'autres cultures, mais en français, dans le contexte francophone, c'est vraiment important. Même Jérôme Séquence, son dictionnaire, oui, donc ça commence par amoureux de la langue française. De même pour le livre de David Boudreau, Ta langue, c'est un amoureux de la langue française, donc on se positionne comme ça, et là, vous avez déjà l'approbation de toute la société. Bref, ma question, le rôle de l'amour envers la langue française, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça joue un rôle? Et comment vendre cette idée aux jeunes? Alors, j'ai un aveu à vous faire. Je dois un jour écrire un article là-dessus. J'ai déjà commencé à prendre des notes parce que c'est une question qui me turlupine assez fort. Alors, qu'on entend chez des jeunes dont par ailleurs on peut admirer la position détachée par rapport à la langue. Admirer. Admirer, un livre qui s'appelle L'amour du français. Un très mauvais livre, par exemple. Pourquoi est-ce que admirer devrait aimer le français? Ça m'échappe. Philippe parlait des linguistes attiérés tout à l'heure. Dans le livre de Lélia Véron et Maria Candela, à un moment donné, elle parle de l'amour du français. Elle ne fait pas ça. Je comprends qu'on puisse aimer la langue. Parce que la langue a des ressources très, très diverses. On peut faire tout ça autour avec une langue. Moi, j'ai autant de plaisir à écrire en anglais qu'en français. Ce sont les deux langues que je maîtrise. Mais le fait d'aimer le français, non. Il se trouve que je suis né au Québec. C'est un hasard. Puis on parle au français. On parle français, ce qui est presque un hasard aussi. Donc, je parle français. Je n'ai pas besoin d'aimer la langue. Je n'ai pas besoin d'aimer ma calvitie. C'est comme ça. Je suis né avec. Donc, c'est un argument qui m'échappe. Vous avez raison, c'est un argument qu'on n'utilise pas, qu'on utilise beaucoup moins dans d'autres langues. Et donc, il est utilisé en français dans toutes sortes de contextes, et je pense qu'il nuit à la réflexion sur la langue. Parce qu'il s'oblige à, justement, aimer ou pas aimer, plutôt que d'avoir avec la langue un certain détachement. C'est la langue que j'utilise. Puis oui, j'ai divers niveaux, divers registres que je vais utiliser dans diverses situations. Je n'ai pas besoin d'aimer ça. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas parler. Donc, je n'ai pas besoin d'aimer le français. J'ai besoin du français, tout simplement. Vous avez raison, c'est un gros argument continuellement répété. Puis, il y a quelque chose à faire là-dessus, mais je n'ai pas eu le temps. Alors, chez Jean-Pierre, Corinna, Richard et Robert. Peut-être juste pour faire un petit peu du chemin là-dessus, mais comment, si on n'accorde pas d'attention, d'importance à l'amour de la langue ou à l'estime d'une langue, disons, quel argument peut-on évoquer pour valoriser son usage et en promouvoir son usage et justement, quels arguments, quelles justifications autres que dire, ben, écoute, c'est une situation unique, la langue sert à quelque chose. Évidemment, elle exprime une culture, des cultures, elle exprime une vision du monde ou des visions du monde. Donc, je serais curieux de vous entendre à ce sujet-là. Alors, ne le prenez ni mal ni personnel, mais vous avez confondu deux choses. Vous avez dit l'importance de l'amour. Non, l'amour n'a pas d'importance. L'importance du français, si. Ça, c'est une vraie question. Alors là, la question, elle ne passe pas par 50 chemins. Elle passe par la langue commune, la langue de l'espace public, et la langue du travail. Le français est nécessaire parce que c'est comme ça que vous allez travailler au Québec. Vous allez travailler en français. Et c'est comme ça que vous allez être servi dans les commerces. Donc, la langue, oui, elle est importante. La langue, oui, doit être défendue, préservée, etc. Mettez l'objectif que vous voulez. Mais elle n'a pas besoin d'être aimée pour ça. Elle a besoin d'être utilisée. La langue, on parle de que ça.
Si je ne peux pas parler français, si je ne peux pas travailler en français, si je ne peux pas commercer en français, le français ne me sert plus à rien. Vous voyez? La question, c'est vraiment à quoi ça sert une langue? Ben, ça sert à travailler, à commercer, à écrire, à créer. Je ne me suis jamais, là, c'est tellement le problème, hein, mais je ne me suis jamais posé la question de l'amour de la langue. On peut trouver que le français a plus de ressources que d'autres langues. Donc, des gens qui aiment le français vont vous dire ça. Ça n'a pas de sens, mais c'est un genre d'argument qu'on va entendre. Hein. Les difficultés du français font partie de la beauté du français. Il faut aimer les difficultés du français. Non, non, on n'a pas besoin d'aimer la difficulté de l'amour du français. Il faut pouvoir parler français. Donc, moi, je dirais assez très terre à terre. Hein. Laissez-moi travailler en français, laissez-moi acheter mes produits en français, laissez-moi aller au restaurant en français, laissez-moi créer en français. Ça peut là, moi, je suis content. Mais c'est peut-être pas le problème. Enfin. On va faire le débat. Je trouve que la question est vraiment intéressante. Puis ça aussi, j'ai l'impression qu'on voit ça apparaître de plus en plus dans le discours politique. Par exemple, dans la loi 14, cette idée qu'on ne s'attend pas seulement à ce qui est connaissance puis usage des langues, mais appartenance à la langue, puis comme amour de la langue. Et là, on exige, dans le fond, des locuteurs du français qu'ils adhèrent. Et là, il y a le couple langue-culture, là, tu l'as évoqué, Jean-Pierre, mais qu'ils adhèrent, en parlant français, qu'ils adhèrent à une culture aussi. Et là, on complexifie encore plus. C'est pour vous donner des idées pour votre Compliqué ce que vous venez de dire. On va complexifier l'affaire. Il y a langue, il y a culture, il y a identité, oui. il y a nation. Oui. Et là, alors, évidemment, ce qui se passe à Québec actuellement, tout va dans ce sens-là. Hein. Des musées du Québec à la loi faisant du hockey, le sport, le hockey sur glace. Je trouve ça très, très bon. Le hockey sur glace comme sport national du Québec. Il y a un truc là, très, très cohérent. Hein. Et je dirais que une des questions, donc, on n'a pas de réponse, il n'existe pas de bonne chose que je connaisse sur la question de l'amour de la langue. Il y a un truc qui manque au Québec, très, très cruellement, et depuis très, très longtemps. Et la seule personne qui essaie de faire ça, c'est Bello. C'est de réussir à défaire la liaison langue-nation. Ça, il n'y a personne qui s'est adapté à ça véritablement. Bello a essayé dans ce texte-là, mais Bello est mort 3 ans après. Il n'a pas eu le temps d'explorer l'affaire. Mais là, il y a vraiment un nœud discursif. On a réussi à se défaire de l'équivalence langue-religion, français-religion. On a réussi à s'en défaire progressivement. On n'a pas réussi à sortir du carcan nationaliste pour penser les questions de langue. Je n'ai pas besoin de parler français parce que j'aime le Québec. Phrase qui n'a pas de sens. J'ai besoin de parler français parce que je veux travailler, etc. Je répète mes arguments tout à l'heure. Mais il y a tout un nœud discursif qu'on n'arrive pas, qu'on n'a pas réussi à défaire. Quand on n'aura pas réussi à le faire, on ne va pas avancer véritablement le débat sur la langue, à mes yeux. Mais ça non plus, je ne suis pas capable de le faire. Un texte sur l'amour du français, c'est peut-être neutre. Langue nationaliste, j'ai essayé, je ne suis pas capable. Richard et Pérola. Oui, moi, juste, je vous dire que ça me demande beaucoup de plaisir à préparer les 4 questions. Certaines. Sauf sur les jeunes. Sauf la quatrième. Surtout celle sur les jeunes. Et je trouve que vous avez très bien répondu. C'était extrêmement riche, extrêmement intéressant. Il y a quelque chose qu'on a peu abordé dans le cadre de ce colloque, puis peut-être que je donnerai la parole à Benoît, mais peut-être à d'autres aussi. C'est l'effet des. On a parlé très finalement de l'effet des réseaux sociaux sur la transformation de la langue. Et je reviendrai sur ce que David disait tout à l'heure par rapport à l'élite qui décide un peu de la norme de la langue. Je suis tombé sur un texte que je l'ai envoyé à Benoît, un sociolinguiste qui s'appelle, comment déjà, je pense pas Monnier, quelque chose comme ça, qui a travaillé sur un corpus, un peu comme tu l'as fait, sur Bernard de Rome. Okay? Il a regardé un lecteur de nouvelles très connu ici au Québec, de 70 à 2008, et comment Bernard de Rome a transformé, en fait, avec ce qu'on appelle l'affrication, le DS, le TS et le DZ qu'on prononce ici au Québec, qui est une particularité québécoise très forte, et comment lui-même, dans ses bulletins de nouvelles, a transformé en quelque sorte l'autorité de cette façon de parler
comment ça a évolué? Parce qu'au début, il parlait comme français, en fait, quand il a commencé sa carrière. Et puis tranquillement, il a intégré. Et maintenant, Céline Galipo, d'autres journalistes vont utiliser vont légitimer en quelque sorte un peu cette façon de parler. Or, maintenant, je veux dire, il n'y a plus Radio-Canada qui décide du standard. Richard Martineau, il y a plein d'autres personnes, en fait, dans l'espace médiatique qui vont donner également une autorité. Et j'ai comme l'impression que ça peut se développer beaucoup plus rapidement maintenant que ça a pu se développer auparavant, c'est-à-dire cette légitimité d'un français différent, et ainsi de suite, parce qu'on est inondé d'informations, de formes différentes, et ainsi de suite. Et là, le plurilinguisme qui rentre là-dedans. J'aimerais peut-être juste vous entendre là-dessus sur les réseaux sociaux. Oui, au début, oui. En fait, ce que plusieurs collègues sociologistes, moi, avons tendance à penser, c'est que depuis l'avènement des réseaux sociaux et du gouvernement en général, ce qu'on a à travers des données empiriques, encore une fois, notamment au niveau de la grammaire, moi du lexique, mais surtout de la grammaire et peut-être un peu sur certains phénomènes de prononciation, nous, on pense qu'on s'en va plutôt vers un français qui serait plus convergent avec les autres variétés. Et moi, si je prends par exemple l'exemple de mes enfants, ou encore plus drôle, mes petites nièces qui sont nées au Québec, de parents québécois francophones, les nouveaux médias ont un rôle sur le plan absolument extraordinaire. Elles sont nettement plus au fait de l'argot français que moi. C'est plus au fait. Et de plus en plus, on constate que des jeunes québécois empruntent pas uniquement aux langues comme l'arabe, etc., mais à des variétés comme des variétés de France ou de Belgique. Mais on constate la même chose en France. C'est-à-dire qu'il y a des emprunts maintenant. Quand moi je suis parti il y a plus de 20 ans de France, on n'utilisait pas, en tout cas pas dans ma région, ma blonde pour parler de ma petite amie. Et maintenant, c'est relativement, c'est pas commun, mais en tout cas, ça s'entend. Que cette génération, je parle des adolescents notamment, semble en tout cas converger vers un modèle plutôt qu'en fait vers une diversité des variétés. La musique, musique. Même pas uniquement la musique en fait certainement partie. J'ai une étudiante de maîtrise qui a travaillé justement sur le rap québécois, qui montre à quel point justement les influences féminines sont importantes dans le. Regardez plus de 2000 chansons québécoises récentes dans son corpus. La musique, mais même les informations, parce que les jeunes, je pense, s'informent avec les réseaux sociaux, des vidéos, des influenceurs légitimes ou pas, mais surtout des influenceurs qui proviennent de toute la francophonie. Et ça me frappe de voir des jeunes, autour de moi, qui n'ont plus uniquement un accent québécois, parce qu'on parle beaucoup de lexique depuis tout à l'heure, mais il faut prendre en compte aussi la prononciation et la grammaire. Chez des jeunes québécois, donc, francophones nés au Québec, on entend aussi des points d'accent de telle et telle variété, parce que leur dynamique sociale fait que, de toute façon, on parle comme nos pères, davantage que comme nos parents. Oui, ben c'est ça, Michel. Oui, puis ensuite, dernière question à Robert. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là du tout. Je ne suis pas linguiste, j'ai déjà dit, mais ta question me fait penser à
dans les années 90, quand tout le monde parlait de mondialisation, parce qu'on voyait des produits, tu sais, comme moi, je pense que j'avais 20 ans, la première fois que j'ai mangé un avocat, c'était vraiment, tu sais, il y avait des conférences à l'université sur la mondialisation, la délocalisation des marchés, puis tout ça, puis j'ai l'impression qu'on assiste à une mondialisation du français, finalement. Puis, nos jeunes sont exposés à tellement de variétés de français. Je veux dire, on va voir si ça crée une espèce de standardisation ou une homogénéité. Un nouveau français standard. Ouais. Ça, je ne sais pas, mais à quelque part, j'espère que les jeunes d'aujourd'hui, quand ils iront à Paris ou les jeunes Acadiens iront à Québec, ils ne seront pas regardés avec des gros yeux comme ça parce que ils auront, à travers TikTok ou je ne sais pas, été exposés à d'autres variétés. Pour moi, c'est un phénomène de mondialisation. C'est plus à la mode, il n'y a plus personne qui parle de ça, mais c'est... C'est le problème. Il y a quand même, je suis quand même un peu nuancé, il y a quand même des gros risques de biais avec les algorithmes, ou le fait que ce que vous voyez au Québec va être très différent de ce que moi je vois par rapport à mes intérêts, à mes pratiques sur les différents dispositifs. Et puis je pense, donc là, il serait super prudent sur ces questions-là parce qu'on navigue à vue, quoi. Et puis l'autre chose, c'est le fait qu'il y a une dimension performative des médias qui est énorme. Je veux dire, ça va être un moyen de se vendre aussi. Toute la question de Right Pierre, etc., c'est des moyens de se distinguer. Et on a besoin de faire ça sur les réseaux sociaux. Se vendre, se distinguer, différence, montrer, et on utilise le langage pour ça. Donc je pense que je n'irai pas jusqu'à dire que ça va mener à une standardisation, quoi. Non, une localisation, j'en sais rien, mais je veux dire, c'est extrêmement complexe. Pour moi, est-ce que ça va être... Ouais, bref. Donc, je voulais juste dire ça, c'est quand même je pense les conditions dans lesquelles ça se passe et l'impact de la technologie sur ce qu'on voit, ce qu'on voit pas, ce qu'on entend, ce qu'on n'entend pas. Les gigantesques, c'est clair. Mais c'est quand même, ces jeunes-là ont accès à des choses que nous, on n'avait pas. Ouais, mais ce qu'ils voient est aussi conditionné par plein d'autres algorithmes qui vont faire en sorte qu'ils voient plutôt certaines choses que nous. Bon, oui, Je propose qu'on accélère un peu pour poursuivre plus tard. Benoît, Donc, vous l'aurez compris, moi, ce qui m'intéresse en grande partie, c'est les discours sur la langue, qu'est-ce qu'on raconte sur la langue, comment on défend la langue, etc. Sur cette question-là des réseaux sociaux, moi, je ferai 2 romans. La première est là, c'est un roman purement autobiographique. Vaut ce qu'elle vaut. J'ai un fils de 27 ans qui n'écoute de la télé qu'en anglais, et j'ai un fils de 22 ans qui n'écoute de la télé français de France. Et il fait du rap en français et il n'a aucune influence de rap en anglais. Ça vaut ce que ça vaut, mais le discours public dit tous les jeunes sont obsédés par la culture américaine. C'est plus compliqué que ça. Premier roman. Deuxième remarque, moi je fais très attention à l'expression réseaux sociaux parce que dans les discours publics sur la langue, quand on parle de réseaux sociaux, c'est TikTok, c'est YouTube et c'est texto. Et là, ce sont 2 lignes complètement différentes. Ce que les enfants s'envoient par texto, ce qui horrifie les grands-mères, hein, la langue se perd, d'ailleurs ça s'écrit, ça n'a pas de sens. C'est une langue localisée dans un type d'interlocution avec un certain nombre de personnes. Hein. Une logique d'intercompréhension très, très, très étroite. Et donc, quand on parle de réseaux sociaux, je pense qu'il faut toujours distinguer ce qui est de nature publique, où là, David disait il y a des changements qui sont en train de se faire très clairement, et ce qui est de nature privée, ce qui reste privé, c'est exactement la même chose qu'on avait 12 ans et qu'on essayait de parler pour que nos parents ne comprennent pas. On n'avait pas de téléphone. Mot de fin, question de. Oui, ben là, wow. Bravo, c'était très riche. J'ai beaucoup aimé assister à la table ronde, puis j'avais des commentaires, des questions sans fin. Juste à la volée comme ça, donc j'ai vu qu'il y avait une approche très utilitaire par rapport à pourquoi le français au Québec. Bon, oui, ça se défend, mais en même temps, sachez que ce qui vous permet aujourd'hui de, mettons, travailler en français, faire des achats en français, etc., c'est en partie, pas uniquement, mais en partie dû aux effets de la Charte de la langue française. Qui est, bon,
Et la charte, la première phrase de la charte, dans son préambule, ça dit « Langue distinctive d'un peuple majoritairement francophone, la langue française permet au peuple québécois d'exprimer son identité. » Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, ça faisait partie quand même des réflexions et des motivations de ceux qui ont écrit la charte. Alors, je les ai passés en entrevue pour plusieurs lors d'un travail, donc c'était fascinant de les écouter parler. Donc, je peux vous dire que l'aspect utilitaire existe, mais il n'est pas l'aspect qui a motivé à ça. Puis, dire, on parlait tout à l'heure, parce que là, il faut que je remonte plus loin dans les discussions, mais comment on peut motiver les jeunes à aimer, bon, apprécier le français, avoir envie d'utiliser, etc. Ben, moi, personnellement, dans mes interventions, je fais toujours appel au fait que toute langue, dont le français, raconte des histoires. Et ces histoires-là sont uniques et originales. Les histoires que l'anglais raconte sont fascinantes, uniques et originales. Pareil pour les Nouaïmoun, pareil pour l'Atikamekw, pareil pour l'espagnol, et c'est pareil pour le français. Et même chacune de ces variétés-là raconte des histoires différentes. Et moi, je vois que ça marche en partie. Ça va chercher un certain nombre de personnes qui sont interpellées par ça. Parce que là, quand on parle du fait que ça raconte des histoires, on parle de gens, on parle de personnes. Parce que il n'y a pas d'histoire sans personne, sans personnage. Puis ça, c'est beaucoup plus intéressant pour l'être humain, on est tous des êtres humains, pour le locuteur humain, dès qu'il est question de d'autres personnes, l'intérêt est déjà plus élevé que parler purement d'une abstraction composée de phonèmes, de règles grammaticales, de lexèmes, etc. Moi, en tout cas, c'est là-dessus que regardez la petite histoire des mots d'ici sur Télé-Québec, par exemple. C'est ça qu'on essaie d'exploiter comme veine pour intéresser les gens françaises. Puis quand on s'intéresse à quelque chose, on ne l'aime pas d'amour nécessairement, mais on commence à y accorder de l'importance. Et ça, c'est la base de tout, selon moi. Si on veut s'assurer de la pérennité de cette langue. Parce que l'approche uniquement utilitaire, à long terme, le français va disparaître en Amérique du Nord. Parce que sur le plan strictement utilitaire, on peut faire la démonstration assez rapide que l'anglais est plus utile à bien des égards. Donc ça, il faut faire attention selon moi. Tim, pour le prochain colloque. Oui. On a le prochain colloque. L'an prochain. Oui. Merci Simon d'être passé. Oui, hein?